Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et amis, que l'on retrouve sur à peu près toutes les applications existantes. Si en manque une, je m'écrirai, on va essayer de la trouver. Vous pouvez toujours, d'ailleurs, nous écrire ou nous envoyer un message vocal en passant par gillesparent.com. Mon invité aujourd'hui a une feuille de route assez chargée. Depuis 35 ans, il travaille sur les côtés humains, de la relation humaine aussi, auprès des clients, des entreprises. Sa façon d'aborder la communication et le leadership vise à installer des relations durables et également contribuer au développement des compétences humaines essentielles à la mobilisation, au travail d'équipe et aussi à la collaboration. Il a développé au fil des années une expertise très appréciée sur la peur en avion. Pourquoi, comment peut-on la désamorcer et vivre mieux la liberté de se déplacer dans les airs? Salut George Wright, comment ça va? Ça va bien, Gilles, toi? Oui, ça va très bien. Écoute, je peux pas faire autrement que te dire, moi je te connais à Loretteville, t'es un gars de Loretteville? Non, absolument. T'as passé ta... On sort un gars de Loretteville, mais on sort jamais Loretteville du gars. Complètement. Écoute, je peux pas t'oublier parce que t'es un guerrier aussi. Oui, absolument. Guerrier dans le sens, les guerriers de Loretteville, ceux qui ont, je dirais 50 ans et plus, ou peut-être 40 ans et plus, sans rappel. Et 60 ans et plus. Oui, absolument. Donc, t'as joué jusqu'à Junior B? Junior, oui. C'est là qu'on a arrêté pas mal tout le monde, hein? Plusieurs. Ouais. Ben après ça, on a joué dans les ligues de garage, finalement, là, dans le senior. Juste encore? Ben j'ai arrêté il y a peut-être 3-4 ans. OK. Donc, moi, je te connais comme joueur de hockey. Après, on s'est rencontrés à la radio quand tu es venu me parler de la peur de l'avion, ce dont on va faire un peu plus tard dans le balado. Mais je veux que tu me racontes un peu comment tu as développé ta carrière. Ben, Gilles, moi, tu m'as connu comme joueur de hockey, mais je te dirais que je suis un gars atypique. Atypique dans le sens que moi, j'ai fait tout à l'envers de tout le monde. Il y en a qui vont grandir, passer, ils vont aller à l'université. Ouais. Moi, j'ai fait 12 ans à l'université en commençant ma vie. OK, oh mon Dieu. Dans plusieurs branches, juste dans le domaine de la non-communication, de la violence verbale et de la violence physique. Fait que l'environnement dans lequel j'ai vécu m'a formé, moi, pour devenir un meilleur être humain parce que j'ai expérimenté la mauvaise communication, parce que mon père, c'est un anglophone qui parlait pas un mot français. Ma mère, c'est une francophone qui parlait pas un mot anglais. Fait qu'au départ, on a un petit problème de communication. Oui. Deuxièmement, mon père avait très soif, puis ma mère, elle voulait le guérir, fait qu'elle a tout essayé. Puis moi, j'ai vécu dans cet environnement-là. Fait que l'environnement m'a formé, m'a préparé à me poser 300 000 questions, Gilles. Puis tu sais, quand on est jeune pour jouer au hockey, puis tu as des questions dans ta tête, puis les chums te disent... C'est bien fatigant. Arrête de te poser des questions, prends une bière, puis ça va passer. Je l'ai essayé ça, puis ça n'a pas fonctionné. Je restais tout le même avec des questions. Puis à 33 ans, c'est l'âge du Christ, évidemment, on frappe un mur, puis moi, j'ai frappé un mur à 33 ans. Puis je me suis posé la question, pourquoi ma vie, c'est de la merde? Pourquoi moi, je vis des choses, quand mes chums, mes autres... Tu m'embauchais, tu veux dire, tu fais toutes sortes de petites jobinettes à gauche et à droite? En fait, oui, je me suis promené d'une job à l'autre. Okay. J'ai toujours été, tu sais, moi j'étais entre mon père et ma mère pour essayer d'améliorer la communication. Oui. Puis j'étais toujours entre le fournisseur et le client. Donc j'étais représentant sur la route. J'ai fait de l'assurance, j'ai fait du couvre-plancher, de l'ameublement de bureau, du marketing direct. J'ai toujours été entre client et fournisseur. Mm-hmm. Puis un client que tu connais très bien de Loretteville, qui est à la Quincaillerie du Rhin, m'avait dit, George, il dit, tu contrôles pas ta business. Puis il dit, c'est toi qui vas être pénalisé parce que tu as une mauvaise communication entre ton franchiseur puis le franchisé. J'ai dit, OK, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faut que je contrôle que quand je promets quelque chose à un client, il faut que je sois capable de le livrer. Puis pour le livrer, il faut que je sois cohérent avec ce que j'ai à livrer. Fait que c'est là que j'ai décidé de partir à mon compte. À 33 ans, j'ai frappé le mur. Puis là, j'ai commencé à chercher pourquoi moi. Puis là, j'ai trouvé des réponses à mes questions. Puis j'ai dit, je peux pas regarder ça pour moi. Puis à 38 ans, j'ai décidé de quitter l'emploi. J'ai créé de l'emploi, puis je suis parti à mon compte. C'était un risque à ce moment, à tes yeux? Gilles. Non, parce que tu dis le revenu, c'est zéro devant toi, là. Écoute, à 38, là. On tourne à 33. Oui, vas-y. En 1993. Oui. Je gagnais 50 000 $ par année. J'avais un char fourni, un compte de dépenses. Si tu mets ça en 2024, c'est un bon salaire. Tu vis bien. Mais je me levais le lundi, puis non, c'est lundi. Ça me tente pas. J'avais hâte au vendredi. Pas de passion, pas d'émotion. J'avais pas de passion. J'étais toujours pris en train de régler des conflits, comme depuis que je suis tout petit, j'essaie de régler les conflits des autres. Fait que là, j'ai décidé de quitter mon emploi et de partir à mon compte. J'ai gagné 8 442. Je m'en souviens du chiffre, comme c'était hier. J'ai pas payé d'impôts. T'es passé de 5 ans. Oui, ça doit... Oui, j'imagine. Mais c'était un prix de consolation pour payer d'impôts. Ouais. Mais l'année d'après, pour les années qui ont suivi, j'ai commencé à voir que mon business pouvait être rentable. Non seulement rentable, mais ça servirait
à des gens. Ça serait utile ce que j'enseignerais. Puis moi, c'est ça qui me motive. Ce que j'enseigne aux gens, est-ce que c'est utile? Ça va-tu servir? Puis ça va-tu durer dans le temps? Puis c'est pour ça que j'ai jamais arrêté de me former moi. Qu'est-ce qui t'a aidé à ce moment-là? Parce que dans le fond, Internet, en 93, que tu commençais, là, c'est les balbutiements. Fait que finalement, faut que tu connaisses du monde, dans le fond. T'avais-tu au moins réussi à avoir un papier? Parce que les relations humaines, c'est des relations d'abord d'affaires humaines, ça va ensemble. Faut que tu connaisses un peu de monde, là. Ouais, en fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que j'avais une dame que je connaissais qui avait un programme d'aide. Puis elle, son programme d'aide, ça aidait les gens avec des psychologues, tu sais, il y avait plein de professionnels dans son ordre. Mais je dis, tu fais pas de prévention. La prévention, c'est l'enseignement. C'est d'apprendre aux gens comment communiquer, d'apprendre aux gens comment être en relation. Fait que moi, j'ai dit, est-ce que tu voudrais que je fasse quelque chose? Elle a dit, on va organiser des conférences. J'ai dit, non, une conférence, pour moi, c'est pas assez, je peux pas aller assez en profondeur avec les gens. Fait que j'ai dit, on peut-tu organiser une journée de formation? Fait que j'ai commencé avec une journée de formation sur la communication. Évidemment, c'est plus ce que j'enseigne aujourd'hui parce que moi... Ah, ça a évolué aussi, toi aussi. Moi aussi, Ah oui, voyons. Donc là, j'enseignais ça. Puis là, les gens, à la fin de la formation, ils disaient, Colin, il me semble qu'on a juste fait... on en avait plus? On en avait plus. Un peu comme j'ai fait dans le temps que je faisais de la radio à Mix Cool FM à Saint-Georges. Ouais. Les gars, ils disent, on va faire une capsule, puis ils disent, ça va être parfait. Puis je vais faire une capsule, puis quand je vais finir, ils disent, il me semble qu'on n'a pas fait le tour, George. J'ai dit, non, l'être humain, c'est complexe. Ouais. C'est compliqué. Mais en fait, c'est simple, mais complexe. Puis quand on sait comment rendre ça simple, ça devient le fun d'être en relation avec les gens. Fait que j'ai commencé à faire ça avec une journée de formation. Suite à ça, les gens disent, on a pu faire une deuxième journée, 2 jours, puis quelques années après, c'est 3 jours, après c'est 4 jours. Puis là, je faisais ça 4 jours dans la même semaine. Aujourd'hui, 4 jours dans la même semaine, oublie ça. Là. Dans le fond, c'est un peu si comme au plan professionnel, tu avais dit, je vais faire un journal de bord, je ramasse tout ce que j'ai mal vécu, bien vécu. Tu sais, dans le fond, c'est un peu ça. Tu as ramassé de ta vie. Puis des fois, des inspirations, des gens d'autres pays ou n'importe quoi, des choses qui te font penser, des flashs. Puis là, tu te mets à décliner. Dans le fond, tu as pris si je comprends bien, tu as eu la discipline de placer tes affaires, puis aller chercher ça pour en faire, tu sais, pour réussir à parler aux gens, puis avoir ton discours, tes préceptes, faut que tu t'assoies, faut que tu... Absolument. Mais j'ai décidé plutôt d'investir dans des rêves, j'ai investi sur moi. Ouais. J'ai jamais arrêté d'investir sur moi. Chaque année, je fais de la formation. Je vais m'inscrire à un atelier, je vais m'inscrire à une formation qui me parle, puis qui va m'aider à devenir un meilleur communicateur, devenir un meilleur leader. T'es-tu allé en voir des gens, des femmes et des hommes qui sont exceptionnels? Puis souvent, c'est inspirant. Ouais. C'est pas pour les copier, c'est de dire, on peut faire ça de même. Ah, que j'aime ça, son approche. Là, tu deviens meilleur, toi aussi. Oui. Moi, j'ai eu un moment dans ma vie où j'ai une dame la dame avec qui je faisais la formation m'a dit, ça te prendrait des lettres au bout de ton nom. J'ai dit des lettres au bout de mon nom. Elle dit, tu sais, comme un travailleur social. TSA, PA, bon, toutes ces lettres-là. Elle voulait. Je me suis informé à l'Université Laval pour un programme, puis ça me coûtait 3000 $. Puis en même temps, j'ai une amie qui m'appelle, qui me dit, un médecin marseillais qui va venir au Québec enseigner la biologie totale. Puis elle dit, il fait une conférence la semaine prochaine, ça te tenterait-tu? Je vais aller voir sa conférence et je suis tombé en amour avec son enseignement. J'ai dit, lui, il sait de quoi il parle. C'est un médecin qui est défroqué, qui expliquait la biologie des êtres vivants. Et ça me sert à tous les jours dans ma formation. Fait que j'ai jamais mis de lettre au bout de mon nom. Je suis allé vers quelque chose qui me parlait et qui m'inspirait. Puis lui, est-ce que tu l'as rencontré, cette personne-là? J'ai fait la formation avec lui. OK, c'est ça, je me disais, ça devait être... Pendant 5 ans. Ben, je t'aurais dit, c'est ça que tu as eu le goût d'aller plus. Non, écoute, j'ai suivi sa formation, puis ça parlait beaucoup des termes médicaux, mais moi, la médicale, je connais pas beaucoup ça. Non, ben non. Mais ce qui m'intéressait, c'est la philosophie derrière tout ça. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fait sa formation, vite, dans les 15 jours. Assez, il est revenu 2 ans plus tard, j'ai fait un autre 15 jours avec lui. Et après ça, il a fait plein de thématiques. Est-ce que c'est le bouche-à-oreille qui t'a amené de client en client? Parce qu'il faut que tu commences à quelque part. En fait, dans le programme d'aide, j'ai commencé à faire des formations, donc j'ai fait des grosses entreprises. Puis là, des gens faisaient la formation, puis disaient, hey, écoute, il faudrait que mon boss suive ça, il faudrait que mon collègue suive ça. Il y a quelqu'un qui aimerait ça. Puis de bouche en oreille, comme tu dis, les entreprises, ils se parlent entre eux autres. Fait que j'ai jamais... J'écoute, j'ai eu un site Internet, Gilles, je pense en 2005, 2006. J'avais pas de site Internet. C'était occupé? C'était du bouche-oreille. Tout le temps. Mais c'est souvent... C'est très bon parce que, pense-y, là, quand quelqu'un dit, mettons, tu dis, je suis jamais allé à Paris, puis tu parles à quelqu'un, tu sais qu'il est allé, puis il va donner 3, 4, 5 adresses, il va dire, moi, cet hôtel-là, je l'ai pas aimé. C'est bien mieux que toutes les recherches que je peux faire, c'est quelqu'un que tu connais, en qui tu as confiance. Probablement que tu te tromperas pas. Bouche-oreille, moi, je trouve que c'est une valeur sûre pour bien du monde. Est-ce que tu dirais, George, que tu as ajusté ton offre au fil du temps avec les clients? Parce que, tu sais, toi, tu avais un programme, des choses que tu aimais discourir, amener aux gens.
mais selon les besoins, Absolument. j'imagine tu as ajusté ça. Tout à fait. Parce comme que ça. moi aussi, j'ai changé, puis j'ai vu qu'après les formations, les gens sortaient, puis c'était comme s'ils avaient mangé un buffet au complet. Puis c'est long à digérer un buffet au complet. Fait que quand tu fais 4 jours de suite, comme je faisais à l'ENAP, j'ai enseigné à l'ENAP, l'École d'administration publique, j'avais une journée en plein milieu de la semaine. Puis les gens me disaient, ça devrait être 4 jours de ce que tu nous enseignes, plutôt que les autres affaires qu'on nous enseigne, parce qu'on ne nous enseigne pas comment être en relation avec des êtres humains. Donc, moi, j'ai commencé à dire, OK, je ne peux pas faire 4 jours en ligne, donc je vais faire une journée à chaque semaine ou à toutes les 2 semaines. Mm-hmm. Mon offre a changé un peu. Puis aujourd'hui, je suis rendu avec une formation qui dure 30 heures, mais qui est échelonnée sur 10 modules de 3 heures. Fait qu'entre les deux, les gens ont le temps d'intégrer, ils ont du contenu, ils ont des exercices à faire pour voir comment ils vont assimiler le contenu. Parce que, tu sais, quand tu as appris qu'un plus un, ça fait 2, tu l'as appris pour le reste de ta vie. Mais dans les relations interpersonnelles, il y a les émotions, les pensées, les croyances, les valeurs. Il y a plein de choses qui jouent. Les rencontres qui font changer qui font bousculer Ah non, il y a tout le temps, je comprends. Est-ce que, en fait, tu me dis que tu n'étais pas, au départ, c'était juste du bouche-oreille, puis après ça, il est arrivé un petit peu Internet dans les années 2000, mais j'ai noté quand même sur ton site, parce que j'ai fait un peu mon travail, que tu es un peu plus de notre temps, sans dire que tu étais vieillot, pas du tout, mais tu as des capsules, des blogs, des podcasts et tout ça. Est-ce que tu réponds à une demande ou c'est un désir de faire quelque chose d'original? Parce que c'est assez original, tes capsules. Ouais. Hey, George! Ouais, non, mais j'ai trouvé ça... Tu sais, moi qui ai travaillé longtemps dans la radio, il y a toujours du marketing, toujours de la... Puis il faut toujours... Le mot intérêt est toujours important. C'est intéressant. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve que dans la forme, quand on réussit à attirer l'attention dans la forme, si le fond est là, c'est un plus. Puis l'idée est venue de mon gars qui fait mon image de marque. Puis il me disait tout le temps, hey George, qu'est-ce que tu ferais dans. Puis il dit, pourquoi on ne fait pas des capsules qui s'appellent des Hey George? Ça, c'est des capsules, j'en ai peut-être une vingtaine, 20 à 30 de faites. Puis c'est des sujets d'actualité. C'est genre, ben là, j'ai un problème avec un de mes employés, puis que je sais pas comment le gérer. Fait que là, il me dit, qu'est-ce que tu ferais, toi, George? Fait que là, je vais donner un petit conseil. Mes capsules des George, ils durent à peu près 1 minute. Mais mes podcasts sont venus suite à une demande. Mais en fait, il y a 2 raisons. La première, c'est que moi, j'avais le goût de partager à plus de monde. Ouais. Parce que quand je suis avec 12 personnes, je suis avec 12 personnes. Puis souvent, les gens me demandaient, t'as-tu écrit un livre? T'as-tu du contenu que je peux... Tu l'as eu un, me semble, sur la peur en avion? Il s'en vient, lui. Il s'en vient. C'est un projet! Oui, ça va prendre envie des projets. À Salto, j'en ai des projets. Puis les gens disent, pourquoi tu prends pas ta retraite? Je l'ai pris à 38 ans, ma retraite. Fait que je fais ce que j'aime. Fait que je vais faire ça jusqu'à temps que tu sois capable, dans le fond. Qu'on tire la plug, là. Mais en fait, le besoin est venu de ça, du plaisir puis le désir de partager avec les gens, ce que moi j'ai découvert qui m'a aidé. Fait que je veux le partager avec les gens. Puis le deuxième, c'est les gens qui me disaient, t'as-tu écrit un livre? Fait que je dis, je vais faire un podcast. Peux-tu dire que j'ai pas aimé le processus de faire ça parce que là, il fallait que je sorte de ma zone de confort. Oui, ben oui. Puis une autre raison pour laquelle j'aimais... J'étais moins loin, moi, mettons, de mon métier en faisant un podcast que toi, là. Je comprends. Toi, t'as commencé ça dans le sous-sol chez vous avec tes chums. Ouais. Mais moi, les podcasts, ce qui s'est venu, c'est que j'ai fait une couple d'interventions à la radio, donc je le disais tantôt. Puis je me dis, crème. T'es à l'aise au micro, là. C'est un véhicule qui est le fun. C'est un véhicule qui te permet de rejoindre des gens qui sont à la maison, puis qui t'écoutent, puis qui peut-être vont être inspirés par une phrase, un mot, une solution que je vais proposer. Puis je dis, c'est ça que je vais faire. Puis moi, dans mes podcasts, je me permets d'aller où je veux. Parce que c'est mon podcast. Si les gens n'aiment pas ça, ils n'ont juste pas à m'écouter. C'est la même chose que je me dis. Moi, j'ai un podcast, ça s'appelle Parents et Amis. Avec le podcast, le principe, c'est que tu télécharges, tu viens écouter mon podcast. Si tu veux pas l'écouter, tu l'écoutes pas. Fait que c'est fantastique pour ça. Et c'est ce qui fait comprendre que la multiplication, George, je te le dis, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, multiplication des petits podcasts, des moyens podcasts, des plus gros podcasts, ça fait qu'aujourd'hui, c'est un des moyens de communication les plus en croissance au monde. Ouais. Parce que tu peux avoir un groupe restreint, de gens restreints, mais qui sont tous très intéressés à ton affaire. Puis il y a plein de sujets, mais sauf que tu ne pourras pas dans des endroits de grande écoute le faire, là, tu comprends? Pas aussi facilement. Absolument. Là, tu y vas exactement avec ce que ton gut feeling, ce que toi, en fait, ce qui te guide. Moi, je fais juste partager ce que j'ai découvert et qui me sert. Est-ce que tu dirais que les entreprises d'aujourd'hui ont des problèmes de relations humaines et de gestion de capital humain plus importants qu'avant? C'est-tu pire aujourd'hui qu'avant? Je ne sais pas si tu as remarqué, Gilles, mais la vitesse à laquelle les choses se passent, c'est accéléré. Hein? Donc, aujourd'hui, on est dans un monde de vitesse, de produire des résultats, performance. Et ça crée une pression sur les humains qui sont à l'interne. Donc, à la fois sur les entrepreneurs qui, eux autres, doivent être rentables, doivent
se battre contre la compétition, Oui. puis etc., puis les taux d'intérêt qui augmentent, puis etc. Tu sais, c'est comme ils sont beaucoup sous pression, puis le besoin est encore plus grand. En 93, quand j'allais présenter ça dans les Oui. entreprises, mon programme, c'est qu'est-ce qu'on me disait? Non. On n'a pas besoin de ça. Non, ça va, ça marche seul. Oui, c'est ça. Puis on va former nos gens à être des meilleurs contremaîtres dans la façon de faire leur travail. Là, comment ils vont faire leur travail. Puis aujourd'hui, c'est plus comment on va faire son travail, c'est pourquoi il le ferait. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi la personne est motivée. C'est pas parce que tu vas lui dire tu vas avoir une augmentation de salaire. C'est pas l'augmentation de salaire qui va le motiver. C'est d'autres choses. Fait que c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est comment motiver les gens. Il faut trouver le pourquoi. Si tu as un chef D'après moi, c'est plus profond et permanent quand tu trouves ça. Bien sûr. Quand tu sais pourquoi tu aimes ça. Les gens vont résister au changement quand ils ne sauront pas pourquoi on fera le changement. Ça va m'apporter quoi, moi? Pas au boss, pas à la compagnie. Pas pour la compagnie. Moi. Puis moi. Fait que c'est là que je vais être motivé. La motivation vient toujours du pourquoi. Puis je fais joke avec ça dans mes formations. Je dis, sais-tu comment on fait l'amour ou pourquoi on fait l'amour? Sais-tu comment on fait un enfant ou pourquoi on fait un enfant? Sais-tu comment on construit une maison qui est important ou c'est pourquoi on construit une maison? Pourquoi, me semble, en tout cas dans ces exemples-là, prioritaires, pas mal. Bien sûr. Puis pourquoi je vais être en relation? Eh bien, plus important de comment on fait pour être en relation. Je vais être en relation. Pourquoi? Parce que j'aime la personne. Parce qu'il y a une raison puis une motivation. Puis c'est de l'abstrait, ça. Puis on n'a pas tendance à s'occuper de l'abstrait de l'être humain. Oui, mais justement, est-ce que tu penses qu'on est plus ouvert à ça aujourd'hui? Oui. Moi aussi, je le pense, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui en parlent, qui écrivent, qui disent, qui racontent ça. Puis on se rend compte aussi que, juste pour en parler dans le monde des affaires, parce que c'est un monde que tu touches quand même beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se disent, on a même un renversement qu'on pouvait même pas imaginer avec la pandémie. On est arrivé à un moment où les patrons sont plus capables d'être patrons. Ils disent, ils peuvent même pas dire aux employés, vous allez rentrer 3 jours par semaine. Non, on rentre pas. Non. Tu sais, que c'est fou, là. C'est un renversement. Fait que tu es là-dedans aussi, là, tu le vois. C'est fou, là. Tu disais, est-ce que ça a changé? C'est oui, mais moi, j'ai changé. Puis maintenant, je veux aller le plus rapidement possible à la source du problème pour l'éliminer. Tu sais, on peut passer la tondeuse sur les pissenlits. Ça paraît bien pour la première semaine, mais il va pousser les pissenlits. Fait que les comportements, c'est la même chose. On peut dire à la personne, arrête d'être comme ça. La personne dit, OK, je vais faire un effort, mais le comportement va repousser, puis il va recommencer. Puis moi, j'ai changé dans mon approche parce que j'ai réalisé qu'avant tout, Gilles, les relations qu'on a avec les gens, c'est pas nécessairement dans le physique, c'est dans l'énergie. C'est la vibe qu'il y a entre nous. Si la vibe est bonne, on va avoir du plaisir. Si la vibe est pas bonne, on va s'engueuler puis on va se battre. Puis là, j'ai décidé d'offrir dans les entreprises, quand la personne va signer le chèque pour la formation que je vais aller faire chez eux, il faut qu'elle soit consciente que je vais travailler dans l'énergie. Je vais travailler dans la conscience de qui la personne est en termes de vibration. Est-ce qu'il y en a qui te trouvent un peu weird quand tu dis ça? Quoi? Non, mais j'entends ça, puis je me dis, c'est quand même pas si habituel. Non. Mais ça prend une ouverture d'esprit, c'est ça que je veux dire. Là. Oui, ça prend une ouverture d'esprit. Puis j'envoie des patrons devant toi, je t'entends, là. Puis je me dis, des patrons, tu sais, qui roulent le crayon en disant, attends, qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là? Tu sais, en même temps, ça te fait sourire, mais tu comprends que ça se peut qu'on puisse dire ça. Tu sais, Gilles, on a juste allé dans un 5 à 7, puis on arrive dans un endroit, puis il y a une personne qui dit, sa face me revient pas. C'est pas sa face qui te revient pas. C'est son énergie que tu as sentie. Mais ça, c'est abstrait. Puis on a tendance à tasser ça, ces affaires-là. Fait que la vibe, faut qu'elle soit bonne. Ça veut dire, j'ai pas aimé le premier contact, il y a quelque chose. Là, exact. Il a l'air... Puis c'est pas parce que la personne a dit quelque chose, pas parce qu'on a un background ensemble, pas parce qu'on a une historique. Il y a de quoi, là. Il y a quelque chose. Mais c'est pas fou. Non. Ben, moi, quand je travaille avec ça, les gens voient les résultats beaucoup plus rapidement que de faire des méthodes, des structures, des plans, des actions, des pleins de stratégies. Puis le pourquoi il n'est pas là. Est-ce que tu en arrives des fois, George, à dire, c'est un cas extrême, mais tu dis, la vibe est pas bonne. Dans ta tête à toi, est-ce que tu penses qu'on peut toujours modifier la vibe ou s'il y a des gens avec qui ça ne marchera jamais? Ben, en fait, pour modifier la vibe, oui, il y a des gens avec qui ça peut ne pas fonctionner. En tout cas, moins bien, mettons, avant de dire jamais, c'est peut-être fort. Là. Mais en fait, il faut juste être conscient que l'autre, là, personne, elle me retourne une image de qui je suis en partie. Fait que si j'aime pas la personne en face de moi, je peux me poser la question. C'est parce que c'est facile de dire « Ah, c'est l'autre qui a un problème, puis c'est l'autre qui est pas correct. » Mais en fait, pourquoi il est dans ma vie, puis qu'est-ce qu'il m'apprend? Et quand on comprend la leçon que l'autre nous apprend, on n'est plus jamais en conflit avec ces personnes-là. Tu sais, je dis souvent aux gens, la vibe, là, c'est comme une énergie, puis les gens qui sont dans la même énergie vont se retrouver ensemble. Bon, je fais souvent des analogies aux oies qui s'en viennent au printemps, là. Ben, on verra jamais une dingue qui va suivre en arrière. Parce que ça va pas ensemble.
Les dents, ils se tiennent ensemble, puis les oies se tiennent ensemble. Les gens qui ont une belle vibration, on les voit tout le temps ensemble. Ceux qui ont une moins belle vibration, qui sont des chialeux, des bitcheux, des indifférents, les victimes, les plaintifs, ils vont se tenir ensemble, eux autres. Mais il y a une façon de faire sortir cette personne-là de là. Si je suis là, puis je veux descendre à son niveau, je ne m'aide pas. Mais si je reste où je suis, puis j'amène la personne à... Tu l'élèves. Exact. Et elle va se transformer, puis parce qu'elle s'est transformée, elle va transformer les autres alentours. Et là, la vibe va changer, l'ambiance va changer. Ça, c'est un élément fondamental quand tu travailles, j'imagine, avec tes entreprises. Absolument. Essayez pas de vous rabaisser c'est pas ça qu'il faut que vous fassiez. Essayez d'élever les autres. C'est ça. Vous allez tous être meilleurs et bénéficier de ça. Puis l'entreprise va grandir à quelle vitesse, tu penses? À la vitesse à laquelle les êtres humains vont grandir. Une des choses qui doit être ton plus beau, je dirais, ton plus beau remerciement, ton plus beau merci, c'est quand une entreprise, mettons, après 6 mois, 1 an, 1 an et demi, que tu as travaillé avec eux autres, te dit, viens voir ça, viens voir comment notre business marche maintenant. Tu sais, quand tu dis, ça a donné quoi, là, dans le fond? Oui, moi, j'ai même fait avec une entreprise, à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, mon programme, c'est 10 modules de 3 heures. Je te propose de faire le premier module. On va faire le premier module. Tu mets tes 12 personnes dans la salle. Puis si à la pause, à 10h30, ça fait pas wow, là, j'arrête la formation là. Et bâtins. Je te facture pas une scène, puis tu n'entendras plus jamais parler de moi. Bien, à la pause, le gars me fait un thumbs up et dit on continue. J'aime ce que j'ai. Ce que je vois, puis là, la directrice des ressources humaines me dit Georges, depuis que tu es passé dans l'entreprise, l'ambiance s'est améliorée énormément. On se parle plus de la même façon. On a une belle synergie de groupe. C'est bien plus le fun d'aller à la guerre avec une gang que de partir tout seul avec un drapeau. Ça, quand tu es devant des groupes, des petits groupes, c'est souvent ça, 8, 10, 12 personnes, c'est la meilleure façon. Est-ce que par moment, faut que tu travailles fort? Tu sens qu'il y en a qui sont... Parce qu'on a des blocages des fois d'habitude. Oui. La vie, c'est un paquet d'habitudes accumulées. Fait que tu as des gens qui sont probablement moins ouverts que d'autres, puis là, toi, tu dois le sentir assez vite. Eux autres, il va falloir que je travaille. Non, mais oui, je rentre dans la salle, puis je sais rapidement dans le... Oui? Je sais où les gens sont, puis je regarde leur énergie. Ça va-tu jusqu'à qui s'assoit avec qui? Oui. À ce point-là, c'est ça que je me demandais. Plus que ça, quand je fais une formation, puis la salle est en U, les gens qui vont s'asseoir en face de moi, je vais avoir une confrontation, en général, avec ces gens-là, parce qu'ils vont se mettre en confrontation. Puis ils ont le droit d'être en confrontation avec moi. Ils ont le droit d'être en total désaccord. D'ailleurs, dans mes règles du jeu, je dis, j'ai pas la vérité, c'est la mienne. Je vous la propose. Si ça fait du sens, gardez-le. Sinon, mettez ça dans la poubelle, là. Fait que moi, je veux juste être capable. Puis ma job à moi, comme formateur, c'est de rentrer dans un environnement puis de créer l'ambiance pour que les gens s'ouvrent, pour que les gens soient à l'aise, pour que les gens soient en confiance, pour que les gens sentent que, OK, avec lui, là, je me ferai pas peinturer dans le coin, là. Il n'essaiera pas de me prendre en défaut. Il n'essaiera pas de me critiquer ou de me juger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les potentiels humains non exploités. Tu sais, quand on va à l'école et on fait une dictée de 100 mots, on nous critique pour les 5 fautes. Pourquoi on ne lui dit pas « t'as 95 bons mots » ? Oh oui, c'est une... On focus sur ce qui ne va pas. Mais focuser sur ce qui ne va pas, c'est juste l'amplifier. Est-ce que parfois, parce que tu es dans souvent des entreprises qui font soit un produit, qui font peu importe ce qu'ils font, sont surpris que dans le fond, toi, tu t'arrêtes pas sur comment on devrait mieux produire, à quelle heure on devrait commencer. C'est pas ça pendant tout, on en fait 0-0. T'es pas la planche de bois, on devrait la mettre de même, puis il y a trop de machines dans l'entreprise. Non. Fait qu'il y en a de ça, des gens qui vont parler, je parle juste aux vendeurs, puis voici comment... Parce que tu pourrais, parce que tu connais ça, là, tu as travaillé dans toutes sortes de... Mais toi, tu t'en vas vraiment sur la nature humaine, dans le fond, les relations humaines. C'est drôle parce que je sais que tu portes une importance, puis t'accordes une importance plus que jamais à l'investissement dans des ressources humaines, alors qu'on est dans le monde actuel, dans un monde où on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut paraître bizarre, mais est-ce que ça cohabite ensemble? C'est-à-dire la super technologie, les machines qui peuvent nous aider. Tout dépend, tu peux me dire ce que tu penses d'intelligence artificielle, parce qu'il y a 1000 définitions, puis il y a 1000 personnes, 1000 façons de le voir. Mais toi, tu dis non, plus que jamais après la pandémie, il faut investir dans les ressources humaines. Tu sais, ce qui est arrivé à la pandémie, moi, je fais du présentiel, hein? Je suis tout le temps en salle. Je suis tout le temps face à face aux gens. Tu as eu deux années différentes, au moins. Quand est arrivé l'annonce qu'on ne peut plus sortir... On ferme tout, là. J'ai le choix de me mettre en boule puis pleurer ma vie, puis de dire, ben là, j'ai plus de revenus, j'ai plus de... Je surpose, moi aussi. Je plus de revenus, il y a des comptes rentrent pareils. Hein? Moi, l'hypothèque rentre pareil, puis l'IRA aussi. Fait que là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Puis on a parlé de peur en avion. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je veux créer des capsules pour aider les gens qui ont peur en avion. Fait qu'un nom comme George Wright, je peux le faire en français et en anglais. Absolument. Puis là, je rejoindrais beaucoup de gens, puis je les aiderais à prendre l'avion. Mais finalement, je me suis dit, mais il n'y a plus personne qui prend l'avion.
Mauvais mais marketing. L'idée était bonne, mais t'as dit, oh, il y a un petit oh qui est arrivé. Mauvais marketing. Ouais, comprends. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, comment je peux faire d'autres choses? Fait que là, ma fille m'a dit, ben, papa, fais des lives Facebook. Moi, faire un live Facebook, j'avais autant d'intérêt que de faire parler du macramé ou OK, je comprends. Non, c'était pas. le billard, là. Ouais. J'ai pas d'intérêt à ça. Fait que là, j'ai dit, ben, je vais le faire. Écoute, Gilles, je sais pas combien ça a pris de temps avant que je comprenne comment ça marche, un live Facebook. Fait là, je l'appelle ma fille, puis je vivais en bigénération, fait que je l'appelais, puis je monte. Puis écoute, faire un live Facebook qui commence à 7h. À 7h moins quart, je suis assis devant mon ordi. Je t'ai montré comment j'étais nerveux. Mais j'étais pas confortable. Zéro. Parce que moi, ce qui est confortable, c'est d'avoir un visage en face de moi, une personne, un être humain, puis que je sens sa vibe, puis que je m'ajuste, puis j'ajuste mon langage en fonction d'eux. Puis toi, tu as fait de la radio, fait que tu as développé une expertise de parler une auditoire puis de rejoindre le plus de gens possible. Ouais. Mais c'est pas mon dada, ça. Non, moi, puis au départ, c'est très dur de s'habituer à ça parce que, dans le fond, et je te dirais... J'ai travaillé, je sais pas si j'ai travaillé au début, mais ça vient naturel, là, mais je pensais pas à ça. Parce que quand je me mettais à penser à ceux qui m'écoutent, mettons, voir Charest, sont dans l'auto, je me disais, là j'avais une entrevue, mettons, j'étais avec toi, puis là, moi, je pose des questions, puis là, je me dis, il me semble qu'on commence à être plate, là. Puis là, tu dis, là, je vois mon gars dans l'auto qui, vient changer de poste. Ça vient changer, ça change pas. C'est fou, c'est de même. Absolument. Fait que quand tu m'as pensé à ça, tu perds tes moyens complètement. Fait que je me suis dit, non, je vais le faire, puis je vais parler, il faut que je figure. Tu sais, c'est une habitude, dans le fond. Ouais. Figurer que je parle à tout le monde, mais à personne en même temps. C'est assez spatial, là. Pas juste spécial, spatial. Je regardais l'ordinateur, puis je dis, bon, OK, là, faut pas que je parle à un ordinateur, faut que je parle à des gens qui ont accepté de s'inscrire à mon live Facebook, là. Mais après ça, j'ai dit, OK, je peux pas juste faire des lives Facebook, puis dire ce que je pense, puis faire une belle émission, faire du blabla. Moi, je veux que ça serve. Donc, j'ai dit, je vais canner mon programme de 30 heures en capsule de 30 minutes. Là, j'ai appelé un de mes chums il est bon en caméra, puis il est bon en vidéo. Puis monter ça. Dans mon salon chez nous, avec mon ordinateur sur une table en avant, avec ma souris sur le divan à côté, puis je suivais mon programme. J'ai canné ça en 4 jours, de 8 à 5 le matin, puis là, après ça, on l'a lancé sur le web. OK. J'ai eu deux groupes qui se sont formés. Puis après ça, la COVID a dit, OK, on a donné la permission de faire des présentiels. Fait que je suis revenu. Mais la première journée que j'avais un mandat que je commençais le lendemain. Mm-hmm. Puis la fille de l'entreprise me dit, ben écoute, George, tu peux pas venir. On peut pas sortir. Mais je dis, on va le faire par le web parce que moi, je m'étais informé, Zoom, puis toutes les plateformes. Là. Teams, tu l'avais j'ai essayé plein d'affaires. T'es devenu un petit peu spécialiste, mais pas tant. Non. J'aimerais savoir quelqu'un qui fait ça à ma place, puis dit, OK, tu fais ça, tu pèses là, puis je t'ai vu aller tantôt avec tes boutons, là, je dis, bon, tu m'enseignes. Oui, sauf que juste parce que t'en parles, moi, j'ai une bonne partie de ma vie où ça aurait dû être opéré par quelqu'un. Puis quand on parle de la période de zoo, de jungle, faut penser qu'il y avait des extraits sonores de la reverb, il y avait des trams, il y avait des échos, il y avait tout ça, plus la musique, plus moi, je faisais tout. J'étais à la console. Fait que c'est comme, je pourrais jamais pu faire ça aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, tu peux tout entre guillemets, on va parler en bon québécois, en presetter, tu peux tout préparer d'avance. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans le temps, c'était vraiment des cartouches, des cassettes, tu les enlevais, il fallait qu'ils sur cue. C'est complètement fou. Mais donc, après ça, j'ai une période, toute ma période, plus de radio de public, là, tu sais, c'est où je faisais plus de la... Je cherche le nom. Ça ne me revient pas, mais peu importe. Où j'étais plus talk radio, c'est-à-dire radio parlée. C'est ça, pourtant c'était simple. Donc, radio parlée, cette période-là, je n'ai pas eu à toucher au piton. Mais là, avec le podcast, j'aime ça, par exemple. C'est très simple. Les machines sont simples aujourd'hui. Mais c'est comme... c'est comme les humains, ça. Mais j'ai déjà fait quand même une entrevue avec Louis-José Hood. J'avais 13 minutes de fête. Puis là, je regarde comme faut, je vois le rec, le piton, il est vert. Non. Là, ça veut dire qu'il n'est pas parti. J'ai fait le prochain, je connaissais, mais là, il m'a évidemment pseudo-engueulé pour me faire rire, mais j'ai recommencé. Mais c'est mieux que ça arrive. C'est le fun quand la lumière est rouge. Je dis, OK, on enregistre. Fait que je te parlais de mon client qui me dit, ben écoute, on peut pas. Ben, je dis, gars, ce qu'on va faire, là, je dis, on va faire un essai. On va faire le premier module, tout le monde chez eux. Dans leur ordi, on y va. OK, parfait. Puis là, après ça, on va aller voir l'évaluation des gens après le premier module de 3 heures. Fait que là, elle me rappelle, elle me dit, écoute, non seulement j'aimais ça, puis moi, je me disais, comment je vais rejoindre ces gens-là, que je vois 12 personnes dans un écran ici, là, puis comment je vais les rejoindre, puis je dis, c'est juste une question d'intention. Mon intention, c'était de les rejoindre comme s'ils étaient en face de moi. Je faisais comme s'ils étaient dans la salle, puis ça a fonctionné. Puis j'ai eu une présence. Ça a passé. Écoute, Gilles, c'était extraordinaire de voir à quel point les gens s'étaient ouverts rapidement.
Puis ils m'ont dit, hey, on a aimé ça. Puis elle a dit, non seulement on continue en Zoom, mais je vais partir un deuxième groupe. Fait que ça m'a permis de continuer. De lancer la patente. Mais si j'avais abandonné, j'aurais jamais fait de Zoom. J'aurais jamais fait de live Facebook. Parce que pour toi, c'est une contrainte, puis c'était emmerdant. Disons-le, là, tout le côté technique, dans le fond. Oh oui, j'aimais pas ça. Puis je fais une joke avec ça, Gilles, des fois. Je dis dans mes conférences, j'ai dit, écoute, à un moment donné, après 7-8 fois, puis j'ai appelé ma fille pour m'aider à partir de mon live Facebook, parce qu'il fallait que je le branche sur ma page personnelle, puis transférer, puis... En tout cas, c'est même encore compliqué. Puis elle arrive dans la maison, puis elle dit, là, papa, là, faut que tu comprennes que ça, c'est pas ton ordinateur, c'est le micro-ondes. Juste te montrer comment la technologie... Oh, oui. Mais vois-tu, la période de la pandémie, c'est quelque chose, dans une vie exceptionnelle, inimaginable, là, puis penser que toute la planète est arrêtée en même temps, puis penser que à Hong Kong, il y a des villes de même où il n'y a plus de pollution, ils n'ont jamais vu le ciel, ils n'avaient pas vu le soleil depuis 25 ans, puis là, à cause de l'usine qui avait fermé, ça a changé beaucoup de choses. Mais je prends l'exemple de 2 collaborateurs que j'ai, qui sont, pour un, professeur à l'Université d'Ottawa, Luc Dupont, et Simon Saint-Hilaire, qui est conférencier avec les PME, puis qui est à l'école de vente, dans le fond, de son père, Roger, que tu connais probablement très bien. Très bien. Eux autres me disaient que la pandémie, ils amenaient à faire des Teams, puis des Zooms, puis des conférences en ligne, alors que j'étais habitué de se promener avec la valise, puis on fait le tour du Québec, c'est la ronde de lait. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, quand je leur reparle, il y a des entreprises qui continuent en Zoom, puis qui continuent en Teams, pour 2-3 raisons. Parce que plusieurs aiment ça pour la flexibilité, la flexibilité en général. Le fait aussi pour les entreprises aussi de ne pas être obligé. Il y a beaucoup de frais qui sont quand même coupés. Puis quand il y avait des rencontres, toi tu fais moins ça, là, mais pour ceux qui font des grosses conférences dans le cadre de congrès, tu sais, des congrès, c'est des centaines de mille souvent les compagnies. Aujourd'hui, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins. Tu sais, ou le représentant qui travaille pour une compagnie d'assurance, ils ont des bureaux à Halifax, il fallait qu'ils prennent l'avion à Halifax rencontrer le monde. Avec le Teams, la qualité du Teams, tout le monde est équipé comme du monde. Au début de la pandémie, c'était fling-flang un peu. Il y en a qui avaient le vieil ordinateur, ça débarrait, puis ça tout croche, mais aujourd'hui, les compagnies ont donné de l'argent. La plupart des gens sont bien équipés. Donc, il reste des choses de ça. C'est intéressant parce que même toi, j'imagine, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui a changé, mais qu'est-ce qui était bon dans le fond? Oui, en fait, ce qui était bon, c'est que j'ai pu faire une conférence dans un colloque, dans une entreprise. Il y avait 700 individus qui venaient d'un peu partout de la province de Québec. C'est un organisme qui est partout dans la province. Fait qu'au lieu de les déplacer, comme tu dis, avec des frais énormes, chambre d'hôtel, etc., on fait ça en Teams. Et tu savais que, compte tenu de ce que tu avais pratiqué, ça pouvait marcher? Oui. Puis j'avais eu de la pratique, qu'on ne peut pas faire les choses de la même façon quand on est en Zoom que quand on est live avec les personnes, parce que des interactions live, on en a. Parce que non seulement physiquement, mais aussi dans le langage non-verbal de la personne. Je vois que, il y a quelque chose, elle est bloquée, là. La personne, ça ne sert à rien que je continue de parler. Mais là, je ne peux pas le voir sur 700, là. Je ne les ai pas toutes dans l'écran, là. Non. Il faut que mon discours soit articulé de façon à rejoindre l'ensemble des gens, puis de garder ça un petit peu plus... Est-ce que tu te gardais à ce moment-là peut-être une période de questions à la fin? Oui. C'est des choses, prenez-la en note, on va revenir là-dessus. Oui. Le feedback, c'est le fun aussi, ça nourrit bien. Moi, ça me fait du bien, ça, parce que je peux répondre, puis je peux préciser. Tu sais, une conférence d'1 heure et demie, parler de la relation... ça se peut que... Certains trouvent que ça va vite, là, des fois. Couper court, parce que dans ma formation, c'est 3 heures où j'explique c'est quoi une relation. Fait que... Moi, là, t'escamotes inévitablement. Là. Fait qu'il y en a qui peuvent avoir des précisions à demander. Exactement. Dis-moi, au fil du temps, t'as commencé jeune, plus ou moins dans l'histoire du jour, mais qu'est-ce que tu dirais comme étant des principaux freins dans la nature humaine qui nous empêchent d'être efficaces et performants? En fait, moi, j'appelle ça des autosaboteurs. Parce que... On s'auto-fait mal, c'est ça? On s'auto-sabote inconsciemment. Il y a personne qui se lève le matin et dit « Bon, ça me tente de souffrir ». Mais inconsciemment, j'ai un saboteur qui fait que je ne mérite pas d'être aimé, je ne mérite pas d'attention, je ne suis pas à la hauteur, je suis poche. Ça, c'est toutes des choses qu'on a appris quand on est petit, entre 0 et 12 ans. C'est 80% de notre système d'exploitation d'adulte. Puis si on ne change pas, c'est toujours la même croyance qui va se répéter. Tu sais, on a tout entendu des croyances comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, on n'est pas riche, mais au moins on est honnête. C'est les gens... Plein d'adages. Là, ouais, exact. Puis ça, on achète ça. Moi, j'en avais acheté une croyance. Mon père me disait, George, tu réussiras jamais dans la vie si tu n'as pas de diplôme. Puis ça, c'est mon père qui me le dit. Fait que moi, c'est il le répétait en masse. Ouais. Puis t'as pas besoin de le dire ben longtemps. C'est que si tu acceptes la croyance que ça prend des diplômes, moi, j'ai arrêté en secondaire 5. Puis je suis allé dans les entreprises, puis la première question qu'on me posait, as-tu des diplômes? Ça, c'était mon saboteur. Mais c'était pas un saboteur conscient, c'était inconscient. Jusqu'au jour où j'ai dit, OK, c'est-tu vrai qu'on a besoin de diplômes pour réussir? D'après moi, Einstein n'a pas eu beaucoup.
D'après moi, Tesla non plus, il n'est pas sorti de l'université. Je peux me tromper. Ouais, là. non. Mais je sais qu'Einstein, il a été mis dehors de l'école. Mais lui, il n'a pas de diplôme, il a réussi pareil. Fait que là, j'ai défait cette croyance-là en faisant un geste symbolique. Puis les gens trouvent ça bien, bien drôle. Je suis allé chez Bureau en gros, je me suis fait un diplôme d'Harvard. Puis j'ai dit à ma croyance, tu vas me foutre la paix, là, parce que j'en ai un diplôme d'Harvard. Il est là. Puis arrête de m'écœurer avec ça. Fait que là, la croyance est obligée de disparaître. Et là, j'ai plus jamais entendu parler des diplômes. Et moi, ma job, c'est de voir dans les formations où est-ce qu'il est. Là, parce que des fois, on engage un contremaître qui a énormément de talent, mais il y a un saboteur à l'autorité. Puis il n'est pas capable, parce que la position... Le message ne passe pas. Il n'est pas accepté, c'est ça? Ben non, il y a une attitude agressive. Fait que lui, il ne sait pas qu'il est comme ça. Il a une compétence totale, mais il n'est pas capable de passer le message. Donc, toi, tu dis que l'humain est aussi important que la connaissance. Sinon, il n'y a rien qui marche. Ben ça. Donc, je sais, on engage les gens pour leurs compétences de travail, leur diplôme, pour leur savoir, puis on les met dehors pour leurs compétences relationnelles. Mais moi, pourquoi on n'investirait pas sur ça? Moi, mon enfant qui va avoir un bulletin, qui va manquer son bulletin, je ne le mettrai pas dehors de la maison. Je vais lui montrer, je vais y apprendre à mieux gérer ses affaires. Puis c'est ça qui m'intéresse, moi, parce que ce contremaître-là, qui est un tyran, il a un talent énorme qu'il ne sait même pas. Moi, je vais le faire remonter à la surface pour que ça devienne sa nouvelle compétence, puis qu'il travaille dessus, puis qu'il change. Quand tu dis que tu accompagnes les entreprises, est-ce que tu dois d'abord convaincre la direction, puis après ça, tu parles avec tes employés? C'est un peu ça, le modus operandi, c'est ça? Hein? Ouais. Tu sais, quand je te dis que je suis conscient, je parle pas d'énergie dans les formations, mais quand je parle aux propriétaires d'entreprise, je lui demande, est-ce que tu es conscient que tes employés, c'est avant tout un capital énergétique? Puis une énergie. Là, déjà, il doit y avoir un recul dans la chaise. Non. Ça doit être non souvent. Quand tu dis, est-ce que les gens sont prêts? Les gens sont prêts. OK, si on prend entendre ça, là, on est là. Oui. Mais c'est une bonne nouvelle, dans le fond. Pour moi, écoute, ça m'encourage à continuer parce que je sais qu'on va sauver énormément d'argent en étant conscient de la méthode. Parce que moi, je peux arriver avec un paquet de stratégies. Je vais donner un exemple. Il y a un client qui m'a dit, il m'a demandé un contremaître. Il dit, j'ai trouvé ça intéressant ta formation, George, mais j'aurais aimé ça que tu me donnes des outils plus concret. Ben, j'ai dit, OK, ben, soir, là, t'as un enfant, toi, de 5 ans. Il dit, oui. Tu vas prendre un marteau, un clou, puis tu vas prendre une planche, puis tu vas lui montrer comment. Donne-lui la technique pour clouer le clou. Tu vas l'apprendre. Il va l'apprendre, c'est sûr qu'il va l'apprendre. Tourne-y pas le dos, par exemple. Parce que le même outil pourrait servir pour frapper sa tête de sa sœur parce qu'il n'a pas l'intelligence émotionnelle de bien se servir de l'outil. Fait que je peux donner plein de trucs aux gens, mais s'ils n'ont pas l'intelligence émotionnelle de s'en servir, ça peut devenir un outil pour contrôler, manipuler, puis dominer les gens. Mais moi, je vais leur montrer comment l'utiliser de façon positive puis créer des relations qui vont durer dans le temps. Parce qu'on quitte rarement l'entreprise. On quitte la relation avec son boss, avec son supérieur immédiat. J'entends souvent les gens dire « je pars parce que je suis plus capable de sentir ». Oui, on l'a entendu. Tout le monde l'a entendu. C'est un bon employé en plus. Ça. Puis il a coûté combien cet employé-là? À former. C'est fou, là. C'est fou. Fait que c'est sûr que plus que jamais, tu as des oreilles pour ça. C'est ça que tu dis. Oui. Puis moi, mon montant que je charge, qui n'est pas énorme, là, c'est un investissement pour l'entreprise, pas une dépense. On nous apprend, écoute, on a presque tout. Moi, j'ai 63 ans, vois-tu. Fait que ma génération, peut-être la suivante, on nous apprend souvent dans la vie, puis c'est une chose qui est répétée encore aujourd'hui, que la réussite peut se faire uniquement dans l'effort. Est-ce que c'est 100% vrai, ça? Ben, en fait, on peut pas dire que c'est un précepte. L'effort est pas mauvais, parce qu'on dit souvent aujourd'hui qu'il n'y a plus d'effort, les jeunes se sacent de tout. Mais je trouve que c'est comme mettre beaucoup de pression sur une seule façon de faire. Absolument. Je vais te donner un exemple concret. J'ai dit à un chef d'entreprise, un chef d'un département. Il dit, moi, là, je me lève à 4 heures le matin, j'ai déjà ma liste de to-do est faite, je rentre au bureau à 5 heures, puis là, je gère la patente, puis je pars à 6 heures le soir, puis je dis, t'arrives chez vous, à 7 heures, tu t'endors, puis ta femme te dit, tu dors encore. Il dit oui. Mais je dis quoi, c'est l'exemple que je te donnerais. Je dis, ta blonde t'a demandé de passer à la balayeuse. Puis tu l'aimes tellement, ta blonde, là, que tu passes à la balayeuse partout, tu avances les meubles, tu passes partout, ces cadres, puis tu as fait ça toute la journée. Sauf que tu as oublié de brancher la balayeuse. Tu as fait beaucoup d'actions, mais pas branché. Puis le branchement, c'est quoi? C'est l'inspiration. Je peux avoir une très bonne idée, mais je peux pas passer à l'action parce que j'ai peur. Ou je peux faire plein d'actions, mais qui n'ont rien donné en fin de la journée. Je suis brûlé, mais ça n'a rien donné parce que j'ai donné des coups d'épée dans l'eau. Puis moi, je montre aux gens comment faire plus avec moins, mais être aligné, puis être inspiré par une action. Après ça, on passe à l'action. Oui, donc l'effort, c'est une chose, mais c'est comme... Il est essentiel. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait exactement? Pourquoi on fait ça exactement? C'est ça. C'est le pourquoi.
C'est le pourquoi qui est intéressant. Puis tu sais, puis aujourd'hui, c'est reconnu, puis c'est valorisé. Tu as un bus, tu as ton nom, tu as une plaque à quelque part parce que tu as ramé contre le courant, puis tu as travaillé fort, puis tu as bûché, puis là, tu es mort. Mais tu as un bus, c'est tout. mais ce qu'on cherche en général, il n'est pas en amont. Il n'est pas au d'où on vient. Il est où est-ce qu'on s'en va? Fait que pourquoi on ne se servira pas du courant pour voguer facilement vers ce qu'on veut, avec beaucoup moins de dépenses énergétiques. Puis la dépense énergétique, c'est d'avoir un employé qui n'est pas capable de gérer son personnel, puis qui est un tyran. Ça, il dépense beaucoup d'énergie. Il en fait des actions, mais ça donne zéro de résultat parce qu'il est en train d'éliminer tout son... Est-ce que toi, tu leur fais comprendre aussi qu'effectivement, le patron qui est à mauvaise place ou qui fait la mauvaise façon de travailler, il peut aussi vraiment avoir un impact négatif sur tellement de monde? C'est ça qui est fou, là. Absolument. Une personne. Absolument. Et l'inverse est aussi vrai, Jean. Oui. Si tu as quelqu'un qui a un charisme et qui a une belle personnalité, il va attirer à lui d'autres personnes. Puis l'entreprise pour laquelle je te parlais, que j'ai demandé au président, est-ce que vous êtes conscient que... L'énergie. Il dit, veux-tu qu'on parle d'énergie, toi puis moi? On a parlé pendant 5 minutes, puis j'ai dit, on est sur la même longueur d'onde. Il me demande quand est-ce que tu commences. Il m'a jamais demandé combien je chargeais, parce qu'il sait que je vais être utile. Je vais servir... Parce qu'il veut que je transfère cet enseignement-là à son personnel. Lui, il est tout seul. Il ne peut pas faire tout son personnel. Fait que lui, il m'a dit, ça m'a servi, là. Dis-moi, quand tu regardes, tu ne meurs pas demain matin, mais quand tu regardes ta carrière, ce que tu as bâti, puis tout ça, dans les 35 dernières années à travailler avec les gens d'affaires, surtout les entrepreneurs, le monde, le public, est-ce qu'il y a des constantes, des choses qui sont évidentes, qui deviennent presque des règles ou des principes de comportement humain, soit positifs ou négatifs? Bien, je pars toujours du principe que mes actions en tant qu'être humain, dans mon environnement, sont motivées par une croyance, puis elle est motivée par une expérience que j'ai déjà vécue. Exemple, si j'ai été mordu par un chien, puis j'ai jamais réglé cette croyance-là que les chiens sont méchants, je vais toujours fuir le chien. Tu vas avoir peur tout le temps? Tout le temps. Donc, moi, ce que je veux, c'est pas de changer les comportements des gens, c'est de changer la raison, la croyance qui motive le comportement. Puis la motivation, c'est quoi? Que les gens disent, on va motiver mon personnel. La motivation est simple. On vit au monde avec ce programme-là intégré à l'intérieur de nous. C'est un programme de base. La motivation dit toujours, je vais toujours et systématiquement aller vers ce qui est le plus, que je crois qui est le moins douloureux, puis éviter le plus possible la souffrance. Fait que ça se peut que je vais le faire des podcasts un jour, mais que j'ai tellement peur de souffrir que je vais rester dans ce qui est connu parce que ça fait moins mal. Donc, l'habituel est sécurisant d'une certaine façon. Les pantoufles Funtech sont confortables. Tu sais, moi, faire 1h30 de route, Gilles, pour aller faire une formation à Saint-Georges-de-Beauce, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu me mets à Montréal, faire 2 km, faire 1h30, je pète un câble. C'est la même 1h30, on se comprend. Mais c'est parce que je ne le gère pas de la même façon, parce que je n'ai pas l'impression que j'avance. Fait que c'est la même 1h30. Fait que les employés là, dans les entreprises, là, ils sont motivés ou ils sont démotivés. Puis si j'ai un contre-maître, un chef d'équipe ou un patron qui est démotivant, ça se peut que je ne sois jamais capable de le faire bouger, cette personne-là, parce que je n'ai pas trouvé la motivation pour lui. Puis la motivation, s'il veut pas, il n'est pas motivé, c'est parce que lui a peur. Bien, je vais m'adresser à la peur. C'est quoi ta peur? Est-ce que ton plus grand travail, George, souvent, c'est d'aller chercher tu vas comprendre pourquoi j'axe là-dessus, la vraie vérité. C'est-à-dire que souvent, les gens, par honte, par comparaison, tu comprends, tu vas dire ce que tu penses qu'il est le mieux de dire au lieu de dire la vérité. Si tu dis la vérité, ta profonde peur ou ton angoisse ou un défaut que tu as, que si tu ne l'identifies pas, on ne le réglera jamais. Absolument. Ça doit être une partie importante de ton travail, d'aller saisir le monde, puis de les mettre à l'aise pour qu'ils disent, là, si tu veux t'aider, là, il va falloir que tu parles. Puis quand tu acceptes d'être vulnérable, tu n'as plus jamais rien à cacher. Quand tu acceptes d'être vulnérable, puis pour un chef d'équipe, un contre-maître ou un chef d'entreprise, d'accepter d'être vulnérable, là, il n'y a personne qui veut fesser sur quelqu'un qui accepte d'être vulnérable. Au contraire, on veut s'allier à lui. Parce que si lui accepte d'être vulnérable, il va accepter la mienne aussi. C'est pas ça qu'il va être vulnérable tout le temps. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça du tout. Il va accepter Il y a un moment de vulnérabilité où il faut qu'il annonce aux gens. Mais écoutez, là, on est dans une situation précaire. Je trouve pas ça le fun. Mais voici. Je vais être obligé de faire des coupures. Puis Colin, je vous aime, mais je suis obligé de faire des coupures. Puis quand il livre avec son cœur, il y a personne qui va dire que c'est un mauvais boss. Parce qu'ils peuvent se mettre à sa place en disant, moi, qu'est-ce que je dirais? C'est fou si on doit le faire, là. Ouais.
Ça nous amène à notre sujet. Je veux parce qu'on a touché quand même à pas mal d'affaires, là, mais je me souviens de t'avoir interviewé à la radio sur la peur de l'avion. Puis récemment, j'ai pris pas mal d'avions dans ma vie, honnêtement. J'ai pas eu cette crainte-là, mais j'ai noté, et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux t'en parler, je veux qu'on revienne là-dessus pour une certaine mise à jour. J'ai noté que ce que je voyais, mettons, en 1984, quand j'étais la première fois en Europe, et 95, 2000, mais bon, peu importe, le voyage à Montréal, peu importe, récemment, j'étais un voyage beaucoup plus court, layover à New York, puis bon, presque à chaque fois, parce que ça m'intéresse. Oui. Je vois des gens qui se tiennent le bras, qui commandent deux bouteilles de vin rouge, puis des petites bouteilles, des mini-bouteilles, puis ils calent ça au début. Je dis ça, OK, ça, c'est des gens qui ont peur. Je devine, tu sais, je suis pas un expert du tout, puis je suis pas un spécialiste, mais je suis un observateur. J'ai toujours aimé ça. Puis je pense être curieux en journalisme, c'est une bonne idée. Mais j'ai l'impression que ça s'est pas amélioré tant que ça. Peut-être tu vas me dire, ah là, t'es malchanceux, il y a beaucoup de monde. Non, ça reste toujours que... Mais dans l'actualité, combien de fois t'entends parler des vedettes qui sont achetés un autobus, ne peuvent pas prendre l'avion, puis tu sais, il y en a qui se sentent vraiment terrorisés et esclaves de leur peur. Wayne Gretzky, à l'époque, il voyageait seulement dans le cockpit. Parce que... Je savais pas, ben non. Oui. Juste dans le cockpit, avec le pilote, pour voir en avant? Oui, il voyageait avec le pilote. Parce que lui, aujourd'hui, il voyagerait plus que le pilote parce que le cockpit est fermé. Est-ce qu'il prendrait l'avion? Mais tu sais-tu, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, c'est peut-être même toi, mais quelqu'un m'a déjà dit, quand tu te mets à penser, mettons que tu fais un voyage, 35 000 pieds, tu s'en vas en Europe, OK? Tu vas, des fois, à 975 km/h. Tu te mets à penser que tu vas à 975 km/h, tu ne vois rien en avant. On s'imagine en auto dans ce temps-là, à 140 avec du brouillard, on ne voit rien. Fait que tu sais, il y a quelque chose de... En tout cas, je veux que tu m'en parles un peu parce que c'est fascinant. Puis est-ce que tu dirais que c'est encore très présent, la peur en avion? Oui, c'est encore présent parce que l'avion représente quelque chose de symbolique. L'avion représente, j'ai pas le contrôle, c'est pas moi qui mène, c'est pas moi qui conduis. Je suis à 35 000 pieds, j'ai pas les pieds sur le plancher des vaches, là, c'est pas solide, là. Je tiens sur l'air, on ne la voit pas l'air. Tu sais, quand tu vois un canot, tu vois le canot, tu vois la vague, tu dis, OK, on va prendre une vague là. Il y a une roche qui s'en vient, ta voix. Oui, c'est ça. Tandis qu'en avion, tu vois pas l'air, là. Fait que là, pour les gens, c'est insécurisant, ça, parce qu'ils n'ont pas les planchers sur quelque chose de solide. Les pieds sur un plancher qui est solide. Stable. Il y a plein de symboliques, Gilles, on pourrait en parler pendant 2 heures. Non, mais juste te donner l'essentiel, c'est intéressant. Ouais. C'est vraiment passionnant. Ben écoute, je vais te parler de ce que je faisais avec Robert Piché. Robert, c'était mon associé, on travaillait ensemble sur... Je savais même pas. Oui, on a fait ça pendant 4 ans, là, juste avant la COVID. Puis là, Robert a pris sa retraite, fait qu'on... Bref, on a arrêté de faire la formation ensemble. Okay. Et Robert, lui, avait un espace, puis tu sais, quand c'est Robert, tu dis c'est Robert Piché, ben quand lui, il doit savoir de quoi il parle. Il a atterri un avion, pas de gaz. Aux Açores quand même, là? Oui, pas de gaz. C'était pas possible dans les livres. C'était impossible, mais lui, il l'a fait. Fait qu'il doit être crédible, lui. Fait que là, il parlait de tout ce qui était la météo, la turbulence, l'embauche des pilotes, la construction des avions, l'entretien des avions, puis tout ce que les pilotes doivent passer comme test pour être capable de piloter un avion. Écoute, est-ce que c'est rassurant pour les gens d'en savoir plus, comprendre comment ça se fait, la construction? Parce que j'imagine que si tu sais un peu plus de quoi tu parles, si tu sais un peu plus de quoi il en retourne, c'est moins épeurant. Oui, mais ça nourrit l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est la logique. Okay. Comment les choses fonctionnent. OK, je sais comment ça fonctionne. Mais là, on disait aux gens, après le samedi matin, est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à aller prendre l'avion? Sur 12 personnes, il y en a peut-être une qui dit, moi, je me risquerais. Ça, c'est-tu des gens qui vont là parce qu'ils ont peur? C'est ça qu'on comprend. Parce que c'est pas random dans le public. Là. Non. T'es pas à Placerie, t'as pris 12 personnes. OK, je comprends. C'est vraiment des gens qui vont là parce qu'ils veulent se faire aider. Exact. Okay. Mais en fait, c'est soit des gens qui ont peur, il y en a qui ont peur, puis il y a 30% des gens qui prendront jamais l'avion, puis ils l'ont jamais pris, puis ils apprendront jamais parce qu'ils ont terriblement peur. Eux autres, je ne verrai probablement pas dans mes cours. OK. Ce que je vais voir, ça va être des gens qui sont inconfortables. Comme tu as dit, je suis dans l'avion, mais tabarnak, je prends les ébois. Je suis pas confortable comme dans mon salon. Ouais. Christy, c'est qui a fait le pilote? Il a-tu pris un coup hier? Puis là, ils se mettent à imaginer plein d'affaires. Donc là, on demandait aux gens, après la prestation de Robert, est-ce qu'il y en a qui sont prêts à prendre l'avion? Mettons, 10% dirait, je me risquerais peut-être. Fait que là, Robert, il disait, OK, fait que vous compreniez que vous avez plus de formation puis d'information que la majorité des agents de bord. Des agents de bord. Vous avez plus de choses sur la construction d'un avion qu'un agent de bord. Ils ne sont pas formés à faire des agents de bord pour savoir comment ça s'est construit. C'est plus le service, on comprend. Exact. Ouais. Puis la sécurité. Donc là, les gens disent, maintenant, on va aller travailler dans l'hémisphère droite, qui est l'hémisphère émotionnel. Parce que la peur, c'est pas logique. C'est rien de logique, une peur.
Tu peux pas régler la peur avec de la logique parce que les deux hémisphères se parlent pas. T'as de l'information, mais tu sais pas comment gérer. Parce que c'est dans tes émotions quand tu prends l'avion. Tu vas être trop rationnel avec la peur, ça marche pas. Ah, là, zéro. Zéro. Okay. Zéro. Tu vas juste plus la nourrir que d'autres choses. Parce qu'elle veut juste être accueillie, la peur. Fait que là, j'explique aux gens que la peur peut être réelle, imaginaire, virtuelle ou symbolique. Exemple, tu pars en marche avec ta blonde, avec Véro, puis tu vas faire une randonnée l'été au printemps, là, puis il fait une belle journée, puis tu es entre un ours puis la mère. La mère puis le petit, là. Dans le sentier, tu es entre les deux. T'as-tu le temps d'appeler un expert en gestion de crise d'ours? Non. Non. Là, ton cerveau prend le relais parce que lui, ton cerveau, il gère la survie de l'espèce. C'est que ça qu'il fait. 24 heures par jour. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, la solution ici, là, c'est devant le danger, c'est de fuir, figer ou attaquer. Ça, c'est la solution animale. La gazelle sait qu'elle va se faire manger par le lion. Elle gère qu'est-ce que j'ai comme temps disponible, puis qu'est-ce que j'ai comme espace. Ça, c'est une peur qui est réelle. Quelqu'un rentrerait ici avec un fusil chargé, on ne continuerait pas de parler, toi puis moi. On passera pas, non. Le deuxième danger, c'est que tu continues ta marche, puis là, tu arrives face à face avec un loup. Il a dit, Christy, c'est pas une bonne journée, là. Ouais. Bien, la peur n'est pas réelle ici. Parce que le loup, c'est ce qu'on nous a appris sur les loups depuis qu'on est tout petit. C'est imaginaire. On raconte des histoires aux enfants. Le petit chaperon rouge qui va se faire manger par les loups, puis les loups-garous, puis même les chansons qu'on chantait à nos enfants. Là, promenons-nous dans le bois. Donc là, l'enfant s'est créé un monstre imaginaire qui est le loup. Fait que dès qu'il va être face au loup, le cerveau va dire « OK, il est dangereux », parce que lui, il gère le réel puis l'imaginaire comme si c'était réel. Donc, je vais dire faut fuir, figer ou attaquer. En fait, c'est pas dangereux, le loup. Ouais. Le troisième danger, c'est que tu te couches, puis tu rêves que tu poursuis ta marche dans la forêt, puis tu arrives en haut de la montagne, puis tu es au-dessus de la falaise qui est en bas. Puis le précipice est là. Le précipice est là, puis tu mets pied sur une roche instable, tu es en chute libre. Pendant que tu dors, ton cerveau, il travaille encore. Est-ce que je suis en danger de mort? Oui, parce que si je tombe, je vais mourir, fait qu'il va me réveiller. Le monde virtuel pour le cerveau, c'est aussi réel que le monde réel. Les exemples que les gens font, là, ils mettent des lunettes virtuelles, puis ils mettent une planche de 8 pouces sur le plancher, à terre. Ils les font marcher sur la planche. Puis là, ce qu'ils voient, les autres, sont sur un fil raide, puis il y a une falaise de 300 pieds. Puis là, ils vont leur dire « saute ». Ils sont incapables. Impossible. Même si, dans les faits, ils savent qu'ils sont sur le plancher. Il y a juste une planche. OK. Ils savent. C'est impossible. Mais non, l'émotionnel va prendre le dessus, puis le cerveau va dire « tu vas mourir ». George, l'adage, pas l'adage. Ce qu'on entend souvent, on dit « c'est pour ça que dans un rêve, tu peux pas mourir pour vrai. » Exact. C'est une évidence, ça, ce que je dis, mais c'est pas de même qu'on devrait le dire. Mais si tu rêves que tu vas mourir, tu vas te réveiller. Tout le temps. On se réveille tout le temps. Tout le temps. On peut se voir mort, mais on ne se verra pas mourir parce que si on se voit mourir, le cerveau va prendre le relais et va dire « OK, ma job, c'est de te garder en vie, que ce soit réel, imaginaire ou virtuel. » Mais le plus beau dans ça, c'est on se comprend, Gilles, que l'avion, c'est pas dangereux. Les statistiques, ils disent quoi? C'est effrayant, les stats. Quand tu vois ça, si je prends mon char après-midi, c'est pas mal plus dangereux. Là. Ça n'a rien à voir. C'est sûr. Écoute, j'ai donné une formation pour des gens qui avaient peur en avion. T'as pas le dire à ceux qui ont peur, ils disent « Ah, il n'y a pas de c'est vrai. » Non, c'est ça. Mais ça, donc, c'est pas logique, c'est ça? Non, c'est pas logique. Hein? C'est pas logique parce que, tu sais, j'ai une fille qui est arrivée à la formation avec une pile d'à peu près 25 feuilles. J'ai dit, c'est quoi cette feuille-là? Tu te promènes depuis tantôt et tu n'écris rien. Elle dit, ça, c'est les statistiques depuis l'aviation commerciale, les avions qui sont écrasés. Tu as à peu près 20 feuilles. Prends 500 feuilles là, ce soir, puis mets dans ton imprimante, puis va juste à Chicago, puis demande d'avoir le résumé de tous les vols qui ont atterri puis décollé dans la journée, puis 500 feuilles, tu n'auras pas assez. Mais elle, son focus était sur quoi? Sur les incidents. Elle voulait se confirmer qu'elle avait raison, parce que si elle prend l'avion, puis son cerveau, il dit « tu peux pas prendre l'avion », c'est un combat. Mais là, le plus beau dans tout ça, c'est quoi? C'est la symbolique. Tu sais, je parlais j'ai une couple de chums qui sont devenus des chums, en fait, qui ont pris la formation avec nous. Puis les autres, ils ont pris l'avion. On avait toujours un vol de reconnaissance. Oui. Puis là, à un moment donné, ils attendaient. Ils étaient à Victo, les autres, ils attendaient. Il faisait pas beau, c'est une journée de pluie au printemps. Puis le gars, il est en dessous de son arbre. Puis là, il entend beding, badang, les yeux fermés. Puis il est 7 heures le matin. Beding, badang, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un barbecue qui est en train de rentrer dedans. Puis il a foncé dans l'arbre. Hey, c'est quoi les probabilités qu'un barbecue sort d'un gars qui avait un pick-up et il n'avait pas attaché le barbecue, on pognait une bosse puis le barbecue il s'est bien roulé. Et que j'aurais pu mourir tué par un barbecue, ben c'est Simonac que je vais aller prendre l'avion. Je sais que je ne mourrais pas en avion, j'aurais pu mourir là. Mais je te prends au mot, juste là-dessus, tu as un côté qui est rationnel, puis l'autre côté qui est logique, puis l'autre qui ne l'est pas du tout. Est-ce que ça veut dire que ça se travaille? Dans le fond, tu vas me dire, si ça fait des années que tu travailles avec le monde, ça se travaille. Écoute, une rencontre d'1 heure et demie, Gilles... tu fais des progrès? Habituellement, tu vas embarquer, ils vont embarquer? Ils vont essayer? Oui.
Oui, absolument. Parce que moi, ma job, c'est de trouver pas la réalité, parce que l'avion, c'est pas réel. Non. Pas le symbolique, parce que la personne a peut-être imaginé qu'elle était dans l'avion quand ils ont rentré dans les tours, mais là, on est rendu en 2024. Là. Quand même. Donc, le symbolique, il y en a peut-être un petit peu. Parce que les gens, depuis le 11 septembre, ils se sont mis à avoir peur des terroristes. En fait, ils ne devraient plus avoir peur des terroristes, parce que le niveau de sécurité, il y a quintuplé. Fait que c'est encore plus sécuritaire de prendre l'avion, mais je les explique ça, puis ça marche pas. Là. C'est vrai. Ça marche pas. Est-ce que je me trompe ou une des démonstrations les plus évidentes d'une peur nous entourant quand on est dans un avion, c'est quand il y a de la turbulence? Sûr. Ben, Pourquoi? C'est là que j'arrive. Parce que le quatrième, tu sais, je te parlais du réel, l'imaginaire, le virtuel et le symbolique. Moi, je pose la question à la personne avant, je veux savoir c'est quoi ton niveau de stress sur 10 par rapport à la turbulence. Puis la personne me dit 10. Là, on va dire quelque chose qui a flayé, Gilles, mais sais-tu quoi? Moi, c'est avec ça que je travaille. Puis j'ai 90%, 95% de réussite. Parce que le symbolique, c'est souvent l'avion. L'avion, c'est le moyen de transport, le seul moyen de transport qui quitte la Terre. Commercial. Tu comprends? Le train, le bateau, le métro, l'auto, t'as le contrôle. Mais là, t'as pas le contrôle. Quand t'es dans l'avion, c'est pas toi qui mènes. Puis ceux qui aiment ça avoir le contrôle, ils perdent le contrôle. Parce que symboliquement, j'ai pas le contrôle. C'est moi qui décide. Puis souvent, les gens qui sont des chefs d'entreprise, des contrôlants, des gens que les résultats dans leur entreprise viennent des actions que les autres vont faire. Donc, symboliquement, comment l'avion peut avancer si je fais rien, moi, là? Tu vois, on parlait d'action. Ah oui, oui, je comprends. Fait que lui, il est insécure ou elle est insécure. Puis la turbulence, c'est quoi? C'est que dans notre cerveau, c'est un ordinateur qui a tout enregistré ce qu'on a vécu depuis qu'on est au monde. Puis je pose la question à la personne, comment c'était ton environnement quand tu étais petite? Puis sais-tu quoi la réponse? Comme vient tout de suite. Ah ben moi, j'ai vécu dans un environnement turbulent. Donc, symboliquement, quand il y a la turbulence, le cerveau va aller voir dans l'ordinateur qu'est-ce qu'il y a comme référence par rapport à la turbulence. Puis quand j'étais dans la turbulence, je figeais, j'avais pas le choix, je ne peux pas prendre mon baluchon pour m'en aller. Je ne peux pas attaquer la personne qui ça brassait chez nous. Là. Ça brassait. Donc, le cerveau, lui, il fait l'amalgame de tout ça, puis il met ça ensemble, puis il dit, OK, il ne faut pas que tu prennes l'avion parce que ça se peut que la turbulence... Ça se peut que ça brasse. Ça se peut que tu ne le vois pas venir non plus. Oh! Parce que si tu ne vois pas venir la turbulence, ça se peut que tu ne puisses pas réagir, puis tu vas être pris, là. Puis là, dans l'avion, tu n'as pas de petite corde que tu tires, puis je débarque à la prochaine station. Symboliquement, est-ce que tu penses que c'est-tu nouveau que les pilotes nous disent le vol, en fait, ils vont donner un genre de timeline sur le vol, il va faire beau quand on arrive, on va avoir de la turbulence vers la fin, on va vous le dire. Est-ce que c'était de même il y a 30 ans, il disait? Non, c'est nouveau. Oui. Donc, est-ce que tu penses que ça aide ou... Ben, ça aide ceux qui sont assis et qui ne sont pas attachés. OK, il va y avoir la turbulence, je vais m'attacher. Pas parce que c'est dangereux. C'est parce que je ne veux pas me péter la tête au plafond. Pourquoi on prend un manège puis on est obligé d'être attaché puis sécurisé? Parce que quand tu vas arriver en haut puis tu vas partir, mais il ne veut pas que tu restes en haut puis tu te ramasses en bas. Là. Fait que l'avion, c'est la même chose. Les gens sont attachés pas parce que c'est dangereux, c'est juste pour la sécurité, pour pas te fracturer le crâne puis après ça, tu nous actionnes parce que tu ne nous as pas avisé qu'il y avait une turbulence. Là, ils avisent. Puis on vous dit d'attacher votre ceinture pour votre confort. Pas pour le passé dangereux, mais c'est pour votre confort, parce qu'ils ont eu des plaintes, ils ont eu des poursuites, puis là, il faut qu'il l'annonce. Il l'annonce. Puis est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'on améliore les avions, sont moins énergivores, sont plus silencieux, tu sais, c'est vrai, les nouveaux, entre autres, les C-Series, c'est impressionnant, je sais pas si le volet Airbus 220, c'est incroyable. Il y a quasiment pas de bruit, Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'ils vont être capables d'avoir moins de turbulence ou il n'y a rien à faire? Hein? Ben non, ça n'a rien à voir avec l'avion. Dans le fond, c'est ça que tu vas me dire? Ben, ça a à voir avec le moyen sur lequel l'avion est porté. L'avion est porté par l'air. C'est quoi de la turbulence? Y a-t-il une définition simple? Oui, la turbulence, c'est un courant d'air chaud qui rencontre un courant d'air froid, puis il faut qu'il s'ajuste. Fait que ça fait des vagues. C'est tout. C'est juste ça. Il y a de l'air chaud qui monte des montagnes. Quand on tombe dans le vide, il n'y a pas de vide, il n'y a pas de poche d'air. C'est de la merde, ça, excuse-moi. Là, mais... Ben oui. C'est une fausse croyance, tu vois, c'est une croyance. Il y a même une femme qui a dit, nous autres, non, le gars à côté de moi m'a dit que c'est une poche d'air, on a pogné une poche d'air de 5000 pieds. Puis j'ai dit, Robert, c'est quoi le maximum de descente qu'on peut faire? Ah, t'étais avec un repché, c'est le fun. Toi, t'avais toujours c'est le fun, par exemple, le côté, lui, à piloter. Là. C'est ça. Mais c'est maximum 50 pieds, là, l'avion va descendre. 50 pieds maximum, là. Quand on va pogner une vague, là, c'est comme une canot, tu montes, tu descends. C'est la même chose. Mais l'avion, tiens, est fait pour ça. C'est fait pour tenir sur l'air. Puis il faut que les ailes bougent pour pas qu'ils cassent. Oui, entre autres. Puis c'est la forme la plus sécuritaire parce que c'est un H-BIM. Les gens pensent que les ailes sont collées après l'avion. Mais non, l'avion est construit sur les ailes. C'est un H-BIM. Ça change quoi, là? C'est solide. Il n'y a rien de plus solide qu'un H-BIM.
C'est la Parce que tu structure. faisais, OK, je comprends. C'est comme si on avait d'un bout à l'autre les deux ailes, dans le fond, que tu me disais. On part avec ça, Oui, puis on bâtit l'avion. exact. Puis on met ça, on bâtit l'avion là-dessus. Ce qui fait que la structure de l'avion tient les ailes de façon... C'est ça. Fait que les ailes ne briseront jamais, là. Est-ce que la façon de se sortir, parce qu'après tes conférences, puis en fait tes rencontres, puis vos séminaires sur la peur de l'avion, est-ce que la façon de s'en sortir, se répète d'une personne à l'autre ou ça varie ça aussi pas mal? Autant qu'il y a de gens, autant il y a de... Tabarouette. C'est pour ça que ma job... Oui, je comprends. Tu peux pas donner une recette, tout le monde va appliquer, c'est impossible. On peut toujours donner une généralité, mais pour s'aider, mettons, mais ce sera pas assez. Mais le hic, c'est quand c'est symbolique, la personne trouvera rarement le symbolique. Puis moi, ma job, c'est d'aller dans le plus pointu du symbolique pour le désancrer. Puis après ça, là, le programme, il n'est plus là, là. Le cerveau, lui, il fait une défragmentation du disque. Ça se fait, là? Ah oui, c'est les gens peuvent te dire maintenant, moi, j'ai eu peur épouvantable aujourd'hui. Je me demande même comment ça se fait que j'avais peur. À ce point-là? Oui. En 2001, tu sais, mes gars que je te parlais de Victo, là, en 2001, le gars... 11 septembre, après l'accident. Oui, après le 11 septembre, là, lui, il avait terriblement peur de prendre l'avion. Puis on l'a réglé, le problème, rapidement. Tu as trouvé la source? Oui, ça a pris 3 fois, par exemple, parce qu'il était fermé. Là. Il était bloqué un petit peu, là, mais la 3e fois, quand j'ai dit, là, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est ton problème? Puis là, il m'a expliqué qu'est-ce qu'il avait vécu par rapport... Lui, il disait que l'avion va se lever comme ça, puis elle va tomber vers l'arrière. Ça n'arrive pas, ça. Fait que là, dans son cerveau... Il y avait ça de programmé. Il y a quelque chose qui est tombé par en arrière. Puis là, quand il a fait le « Wow, George, écoute, les yeux qu'il m'a fait, il dit, j'avais 5 ans, puis 4 ou 5 ans, puis je me promenais avec un petit bicycle à 3 roues, là, 2 petits trous en arrière. Puis il dit, à un moment donné, j'ai reculé dans les marches, puis les 2 roues en arrière ont tombé sa première marche, puis moi, j'ai déboulé les escaliers, j'étais sûr que je n'étais pas mourir. Fait que lui, là, quand l'avion lève, là, automatiquement, son cerveau, il dit, tomber. C'est le rappel de ça? Exact. Il a fait, je ne le dirai pas, là, comme il l'a dit, là, mais il a sorti un mot en commençant par T, là. Il dit, tu l'as trouvé. Non, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est toi qui l'as trouvé. Moi, je t'ai juste guidé. Maintenant, on fait quoi? Il dit, on s'en va manger. Il a pris l'avion, là, puis on est rendu en 2024, puis à chaque fois qu'il prend l'avion, il dit, merci encore. C'est incroyable, pareil. Et lui, il m'a dit, George, je serais mort, moi, là, je serais mort dans mon garde-robe parce que j'aimais ça voyager, mais je serais jamais embarqué dans l'avion si tu ne l'avais pas trouvé. C'est ça ma job. Moi, ma job, c'est de fouiller dans l'inconscient. Je trouve ça fascinant, d'une certaine façon. Moi aussi, je trouve ça fascinant. Puis plus j'écoute les gens, plus c'est facile parce que j'ai développé plus rapidement tu le trouves, hein, tu vois, tu sais les zones où on va. Puis je fais la même chose, Gilles, quand je travaille en entreprise. Parce que des fois, tu as un bon employé. J'allais dire, il faut que tu te serves de ça aussi pour des... Ben oui. Tu as un bon employé, il a juste besoin d'être formaté autrement. Il a juste besoin d'être mis en contexte de sa croyance, puis de sa limitation, son autosaboteur. Puis une fois qu'on l'a déprogrammé, cet employé, il change. Moi, j'ai des témoignages, Gilles, c'est pour ça que je continue de faire le job que je fais. Premièrement, parce que j'aime ça. Puis deuxièmement, parce que j'ai des témoignages. Tu m'as dit une phrase une fois, puis il dit, j'ai fait ce que tu m'as dit, puis aujourd'hui, j'ai acheté la compagnie que je rêvais d'avoir un jour. Puis je ne l'aurais jamais acheté si je n'avais pas entendu cette phrase-là. Fait que moi, ma job, c'est juste ça, de livrer des informations, puis d'aider les gens à sortir de leur saboteur. Si, parmi ceux qui nous entendent, il y a quand même pas mal de monde qui vont nous écouter, des gens veulent te rejoindre, c'est direct le site web, c'est ça le plus simple? L'idéal sur mon site web, c'est wrightexpert.com. OK. Wright, W-R-I-G-H-T. Mais si on va sur Google, on fait George Wright, d'après moi, on va être pas si pire. Oui, absolument. Oui, OK. Tu vas le trouver. Mais Wright Expert, c'est expert au singulier.com. Puis là, Wright, écrit ça comment? Wright. Comme les frères Wright. W-R-I-G-H-T. C'est assez simple. Oui. Puis en plus, les gens peuvent avoir un 30 minutes. Si c'est un chef d'entreprise puis il veut savoir comment un programme que j'ai va les aider, j'ai un 30 minutes gratuit que je leur offre, puis je leur explique, puis je pose des questions. Okay, puis prends une décision après, mettons. Mais il y a no strings attached. C'est gentil. Merci d'être passé. Ben, écoute, Gilles, c'est un plaisir. George Wright, une petite heure vite faite, là, agréable, vraiment. George Wright, salut. Salut, Gilles.